Je ne suis pas né d'hier. J'ai voyagé, rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Comme dans la vallée de la mort, où les pierres se déplacent toutes seules dans le désert. Que se passe-t-il au juste? Ou encore ces étranges lumières aperçues dans les montagnes de la Caroline du Nord. Seraient-ce des fantômes de guerriers autochtones? Ou les membres de cette tribu méconnue qui redéfinissent les limites de l'endurance en parcourant jusqu'à 640 km sans arrêt? Sont-ils des surhommes? C'est un monde bizarre. Et j'adore ça. Il y a certaines choses essentielles qui n'ont pas l'attention qu'elles méritent. Que serions-nous sans la pierre? Pensez-y. La surface de la planète sur laquelle on vit est faite de roches. La pierre est à l'origine des toutes premières technologies. Depuis l'âge de pierre, toute l'histoire de l'évolution humaine repose sur ce petit caillou. La pierre a servi d'outil, de matériau de construction, sans compter les précieux métaux qu'elle renferme. Sans elle, le monde moderne ne serait pas ce qu'il est. Bref, c'est la pierre angulaire. Dans la vallée de la mort, en Californie, une région désertique et stérile, de mystérieuses forces naturelles sont à l'œuvre. Il semble que les pierres se déplacent toutes seules sur un terrain parfaitement plat. Ce phénomène étrange et apparemment inexplicable défie la logique depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, nous mettrons à l'épreuve une toute nouvelle théorie. Nous sommes à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans le lit d'un lac asséché de 4,8 km, la Racetrack Playa. Entourée de montagnes, la playa contient des centaines de fragments de dolomite, allant du plus petit caillou à des pierres de 320 kg qui se déplacent dans toutes les directions, parfois sur près d'1,5 km, et laissant des traces évidentes dans le sable fin. Le garde Bob Greenberg sait que les pierres se déplacent sur son territoire. Mais ni lui, ni personne ne les a jamais vues bouger. Des gens ont tenté de les observer, mais la température est trop rude. Ils n'ont pas supporté les vents de 160 km/h. Et les nuits sont très froides par ici. On savait, avant même de recourir à la technologie, que les pierres bougeaient. Des chercheurs ont effectué une étude. Ils ont planté des piquets à côté de certaines pierres et revenaient périodiquement voir si elles s'étaient déplacées. Dernièrement, on a installé des caméras, mais la température a eu raison d'elles, ou quelqu'un les a volées. Mais des questions subsistent. À quelle vitesse se déplacent-elles? À quelle fréquence? Et comment se fait-il que des objets inanimés arrivent à bouger? Au fil du temps, une foule de théories ont émergé, et le garde Greenberg les a toutes entendues. J'ai entendu toutes sortes d'histoires. Certains croient que c'est l'œuvre de Farfadet. C'est très amusant. D'autres croient que ce sont les gardes qui s'amusent à les déplacer. C'est totalement faux. Il n'est pas exclu que quelqu'un ait monté un canular, mais il faudrait être drôlement motivé pour faire ça. Celui-là est une espèce de graffiti. Quelqu'un a tracé un 8 avec cette pierre. À mon avis, c'est l'œuvre d'un humain. Trêve de plaisanterie, il ne fait pas de doute qu'on a affaire à un vrai mystère.
Des pierres, dont le poids varie de 3 à 300 kilos, se déplacent dans le désert sans que personne ne les ait jamais vues bouger. Bizarre, n'est-ce pas? Que se passe-t-il au juste? La géologue Paula Messina étudie les pierres de Racetrack Playa et tente, depuis des années, de trouver une explication à leur déplacement. Elle croit que l'étrange configuration des vents de la vallée de la mort y est pour quelque chose. La playa est comme une mosaïque de microclimats. Les vents peuvent souffler jusqu'à 6 fois plus fort qu'ailleurs en certains endroits. Je le sais car j'ai mesuré leur puissance simultanément à divers endroits. Des pierres relativement proches les unes des autres peuvent donc se comporter tout à fait différemment en raison de la nature des vents de la playa. Ces vents peuvent atteindre 145 km/h à certains endroits, en raison des canyons étroits et des montagnes qui concentrent les courants d'air et augmentent leur vitesse de façon spectaculaire. L'air est un fluide. Il est donc soumis aux mêmes lois que les autres fluides. Et quand on obstrue l'écoulement d'un fluide, la pression augmente, un peu comme quand on place son doigt sur l'embout d'un tuyau d'arrosage. Le débit sera beaucoup plus élevé que si vous laissez couler l'eau naturellement. Ici, 2 éléments topographiques entrent en jeu. Ce sont des couloirs de montagne. Les vents dominants soufflent principalement d'ouest en est, plus particulièrement du sud-ouest, c'est-à-dire de Saline Valley. Mais ils doivent passer par 2 canyons très étroits pour atteindre la playa. Le vent s'engouffre rapidement dans ces cols et débouche à grande vitesse sur la playa. Donc, même si on enregistre ici des vents de 80 km/h, ils sont considérablement plus rapides à la playa. La théorie du tuyau d'arrosage pourrait-elle expliquer le mystère des pierres filantes? Les pierres de Racetrack Playa sont-elles sous l'effet d'un tunnel aérodynamique naturel? Cette théorie n'a jamais été éprouvée. Avant aujourd'hui! D'accord. Je devrais peut-être m'en remettre à des professionnels. Wow! Bruce Borroman est professeur de sciences et il se passionne pour les pierres. Celle-là est parfaite. Plus particulièrement les pierres filantes. Bruce étudie la théorie des vents depuis plusieurs années. Il est maintenant prêt à la tester en recréant les conditions atmosphériques de la vallée de la mort dans un tunnel aérodynamique. Pour moi, il était tout à fait naturel de reproduire à petite échelle ce qui se produit dans la nature pour trouver des explications. Comme il était impossible de créer un tunnel aérodynamique parfaitement calibré à la playa, Bruce a recréé la playa dans un tunnel aérodynamique. C'est un mélange de sable et d'argile. On l'a étendu hier soir sur le banc d'essai. L'humidité s'est évaporée et l'argile séchée a craquelé. C'est exactement le type de sol qu'on retrouve à la playa. L'argile est toute craquelée et se sépare pour former des plaques fragmentées. C'est une reproduction parfaite de la playa. Après avoir recréé exactement les mêmes conditions qu'à la playa, Bruce dépose sur le banc d'essai 5 pierres, de 500 grammes à 9 kilos. Allons-y, mettons le tunnel en marche. Et poussons quelques pierres. Quelle est la vitesse du vent? 80 km/h. Quelque chose à bouger? En voilà une. 96 km/h, autour de la deuxième. Même avec des vents de plus de 110 km/h, l'expérience est peu concluante. Les pierres roulent, mais elles ne glissent pas en laissant des traces distinctives. Seules les petites pierres ont bougé. Les plus grosses, comme celle de la playa, sont restées immobiles.
Même avec des vents de plus de 110 km/h, l'expérience est un échec lamentable. Les pierres ne glissent pas. Mon expérience n'est guère plus concluante. Il manque un élément. Qu'est-ce que ça peut bien être? De retour à la playa, le garde Greenberg croit connaître la réponse. Il faut des pierres, du vent et un lubrifiant quelconque. Une vallée désertique poussiéreuse a peu à offrir en termes de lubrifiant. Mais les saisons changent. Et la playa aussi. Nous sommes en hiver et il fait très froid. Il a même plu. Comme la région reçoit environ 5 cm de précipitations par année, on peut dire que les conditions météo sont assez exceptionnelles dans la vallée en ce moment. Avec les pluies, le lit asséché fait de nouveau place à un lac peu profond. Bruce introduit donc une nouvelle variable, l'eau. On essaie de recréer les conditions d'inondation de la playa. Lavées par une fine pluie, les pierres bougent enfin. Le vent souffle à 80 km/h. Regardez la première, ça y est. Et voilà la deuxième. La deuxième commence à glisser. Et la quatrième aussi. La deuxième et la quatrième ont glissé à 112 km/h. Il ne se passe plus rien. Même après avoir ajouté de l'eau, la théorie du vent semble boiteuse. Étonnamment, c'est peut-être dans les conditions les plus extrêmes de la vallée que se trouve la clé du mystère. En hiver, le mercure chute radicalement sous le point de congélation et l'eau qui se trouve au sol a vite fait de se transformer en glace. Combiné à un après-midi d'observation des jeux d'hiver, ce facteur pourrait être une partie de la solution, selon Mme Messina. J'ai regardé le curling pour la première fois lors des Jeux olympiques il y a quelques années. C'est là que j'ai tout compris. J'observais les pierres et j'étais réellement étonnée de constater le peu d'énergie nécessaire pour déplacer ces pierres sur une surface n'offrant aucune résistance. En tant que Canadien, je me considère comme une référence en matière de sport d'hiver. Pensez à la merveilleuse mécanique du curling. Une pierre de granit de 18 kg est poussée sur la glace vers une cible. Le simple poids et la vitesse de la pierre suffisent à faire fondre suffisamment la glace pour éliminer toute résistance, ce qui permet à la pierre de glisser sur la glace d'un seul petit coup de poignet. Les pierres filantes de la vallée de la mort agiraient-elles de la même façon? La science du sport olympique révélerait-elle la clé du mystère? De retour au tunnel pour un tout dernier test. Bruce réduit la friction en transformant la surface craquelée de la mini-playa en une piste de curling improvisée. On va essayer d'imiter les conditions de la playa, qui a d'abord été inondée, puis recouverte d'un lac peu profond, qui peut parfois geler à l'occasion. On a donc fait geler notre modèle. On va maintenant recouvrir la glace d'une fine couche d'eau pour simuler les rares fois où la playa est inondée, lorsque le mercure tombe sous zéro et que la surface gèle. Et on effectuera le test de nouveau. 64, 68... C'est parti, la première à 68 km/h. Voici la troisième. La troisième a glissé. 85, 86... Magnifique. Absolument génial. Avec une fine couche de boue recouvrant la glace, les pierres glissent aisément lorsqu'elles sont exposées à des vents comparables à ceux de la vallée de la mort et laissent des traces identiques à celles de la playa. Ça prouve que si les conditions favorables existent dans la nature et qu'on réunit ces éléments dans les bonnes proportions, tout est possible. Il y a une explication logique. Ce n'est pas un mystère, c'est la science. Voilà tout. Mais une question demeure. Certaines traces sont si sinueuses que même le tunnel aérodynamique ne peut expliquer leur tracé erratique. Et les pierres sont aussi actives en été, malgré l'absence de glace pour les aider à glisser.
Je ne voudrais pas avoir l'air trop philosophique, mais il y aura toujours un mystère. S'il n'y avait pas de mystère, on s'ennuierait, non? C'est donc une bonne chose de ne pas tout savoir. Notre planète regorge de mystères et de phénomènes tout simplement inexplicables. Les collines de la Caroline du Nord aux États-Unis abritent l'un de ces étranges mystères. Look at it moving. Look at it moving down. It's going down the ridge. It's heading down. Oh my God. That is smoking. Look at that. It's in the mountain. De mystérieux globes scintillants surgissent dans les collines, puis disparaissent à l'horizon. Seraient-ce des ovnis, des fantômes, ou, mieux encore, des êtres d'une autre dimension? Voyons si on peut faire la lumière là-dessus. Au nord-ouest de Hickory, en Caroline du Nord, se trouve Brown Mountain, une crête de 2,5 km dans la forêt nationale de Pisgah. L'histoire de cette montagne est des plus étranges. Les mystérieuses lueurs auraient été aperçues pour la première fois en 1771 et ont été observées maintes fois depuis. Oh yeah, there. Wow, see. There it goes. L'enquêteur sur les phénomènes paranormaux, Joshua Warren, a grandi en observant cet étrange spectacle lumineux. Je devais avoir 12 ou 13 ans la première fois. J'étais très jeune et j'ai eu de la chance. Mes parents nous avaient emmenés en promenade, ma sœur et moi, dans l'espoir de voir enfin ces fameuses lumières. On était assis quand tout à coup, la montagne s'est illuminée d'un rouge éclatant. Puis, la lumière a diminué et a scintillé de nouveau. J'étais ébloui, car je savais pertinemment qu'il n'y avait sur cette montagne aucune source de lumière artificielle capable de produire un tel éclat. C'est ce qui m'a amené à vouloir en savoir davantage. Joshua a capté cet étonnant phénomène sur film à plusieurs reprises. I've got like 6 or 8 of them all lined up across here, folks. See them all? Wow. Yeah. Oh man. C'est là que j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose à Brown Mountain. Joshua a consacré sa vie à étudier le phénomène de Brown Mountain et croit enfin avoir trouvé une explication. Une foule de théories ont été avancées jusqu'à maintenant. Bon nombre croient qu'il s'agit d'ovnis et que les globes lumineux sont produits par des vaisseaux extraterrestres. Mais Missy Hill n'est pas de cet avis. Je crois que les lumières de Brown Mountain ont une charge spirituelle. C'est l'esprit des morts qui plane sur la montagne. C'est un peu comme une vision, c'est-à-dire quelque chose qui se manifeste encore et encore. Ce n'est pas une présence humaine, c'est plutôt comme un film qui joue en boucle. La légende remonte à l'an 1200, alors que Brown Mountain a été le théâtre d'une guerre sanglante entre deux tribus autochtones. Le conflit a fait de lourdes pertes, et on croit que les fantômes des veuves de guerre au cœur brisé errent dans la montagne avec des torches, à la recherche des dépouilles de leurs maris tombés au combat. Brown Mountain n'est pas le seul endroit où d'étranges lueurs ont été observées. En Norvège, de mystérieuses lumières de forme oblongue apparaissent dans la vallée de Hesdalen depuis les années 1980. Au sud-est de Marfa, au Texas, on rapporte d'étranges lueurs depuis 200 ans. Des boules de lumière qui semblent flotter dans les airs, parfois pendant des heures. Que se passe-t-il au juste? Les gens voient-ils des fantômes?
Ou la science parviendra-t-elle à résoudre ce mystère qui dure depuis des centaines d'années? Mettons les fantômes de côté et essayons de trouver une explication plus sensée aux lumières de Brown Mountain. En 1913, le US Geological Survey affirmait que les lumières étaient celles d'un train circulant dans la vallée voisine. C'est possible. Mais 3 ans plus tard, les eaux ont inondé la vallée et submergé temporairement les chemins de fer et les routes, privant d'électricité toute la région. Et devinez quoi? Des mystérieuses lumières ont continué à se manifester au-dessus de Brown Mountain. La science moderne trouvera-t-elle une explication à ce mystère de longue date? Plusieurs théories sont à l'étude, y compris les fuites de gaz et le reflet des étoiles. Daniel Caton, un astrophysicien qui s'est intéressé au phénomène, a sa petite idée là-dessus. J'ai reçu une foule de courriers électroniques de témoins. Mais plus intéressant encore, certains disaient les avoir observés à quelques mètres seulement. Alors je vois mal comment ils auraient pu se tromper. C'est là que j'ai commencé à faire le lien avec les éclairs en boule. Phénomène rare et jamais capté par caméra, les éclairs en boule peuvent atteindre la taille d'un ballon de soccer et rester en suspension ou se déplacer dans tous les sens pendant plusieurs secondes. Ils se produisent généralement tout juste avant que la foudre tombe ou juste après celle-ci. On ne les comprend pas très bien, mais on les observe depuis des siècles. Ils sont bien réels. Mais cette théorie pose problème. La plupart des manifestations lumineuses de Brown Mountain surviennent par très beau temps. Et sans orage, pas d'éclairs en boule. C'est ici que la théorie de Joshua Warren entre en jeu. Selon lui, les lumières de Brown Mountain sont comme des éclairs en boule. Les éclairs en moins. On a recréé un phénomène semblable, à moindre échelle, dans notre laboratoire. On peut voir que le carbone s'est volatilisé et a formé une boule de plasma en s'enflammant dans le haut du récipient. Rien de plus facile en laboratoire, mais produire cet effet exige une forme d'énergie, une énergie qui, selon Joshua, provient de la montagne elle-même. On mesure l'activité électromagnétique produite par ces étranges lumières pour voir si les ondes électromagnétiques qu'elles dégagent sont différentes de celles produites par des sources conventionnelles de lumière, comme un feu de camp ou une lanterne. On va mesurer les micro-ondes. D'accord. Joshua croit avoir détecté des variations subites dans les niveaux naturels des courants électriques présents dans le sol. On croit que la montagne emmagasine de l'électricité, puis la libère soudainement. Ces décharges s'entrechoquent à différents angles et s'amalgament pour former ce qui ressemble à une boule lumineuse. Selon Joshua, Brown Mountain agit comme un énorme condensateur qui emmagasine sans cesse un faible courant électrostatique entre les couches rocheuses, pour ensuite le libérer subitement, en très grande quantité, assez pour transformer l'air en plasma. Le plasma est une forme de gaz ionisé surexcité qui libère ses électrons. Le Soleil est une énorme boule de plasma, et plus près de nous, le plasma est utilisé dans les tubes fluorescents et les téléviseurs à écran plasma. Joshua a conçu une expérience pour prouver que les lumières de Brown Mountain sont des boules de plasma causées par la montagne elle-même. Voici le tube à plasma qu'on a créé pour reproduire le phénomène qui survient à Brown Mountain à plus petite échelle. Il s'agit d'un tube transparent en acrylique, d'une électrode principale et d'une électrode secondaire. Plus important encore, il y a une troisième électrode disposée sur le côté qui reproduit les angles des collines de Brown Mountain pour montrer comment les courants interagissent et interfèrent entre eux pour créer une espèce de boule lumineuse
à l'intérieur du tube. On a fixé le tube sur une pompe à vide, car il est impossible de recréer une tension aussi élevée que celle observée à Brown Mountain. Alors, pour compenser, on retire l'air du tube, ce qui a pour effet d'augmenter la tension afin qu'elle se comporte comme dans la nature. Le tout est relié à un bloc d'alimentation CC. Ce bloc d'alimentation produira environ 1200 volts de courant continu de 10 à 25 milliampères. Il faudra environ 1 seconde pour retirer suffisamment d'air du tube pour réaliser l'expérience, ce qui représente une pression d'environ 2 millitors. Je mets le bloc sous tension. Imaginez-vous à Brown Mountain. Le fil du bas représente une décharge d'une couche terrestre. Celui du dessus représente l'atmosphère, qui libère aussi une charge électrique. Le troisième fil représente toute décharge libérée d'un autre endroit dans la vallée, interférant avec les deux premières. La rencontre des courants crée un mouvement circulaire qui ressemble à un globe. Le modèle représente l'atmosphère et 2 couches terrestres. On voit qu'une boule de plasma flotte entre les 3 électrodes grâce à cette modélisation des nombreuses conditions de Brown Mountain. On croit que les lumières de Brown Mountain sont très similaires au plasma que vous voyez ici et qui semble flotter dans le tube, mais qui fait en réalité partie d'un système électrique beaucoup plus complexe. Le plasma créé en laboratoire ressemble étrangement aux mystérieuses lumières observées à Brown Mountain. Joshua est persuadé d'avoir trouvé la clé de l'énigme. Dès que j'ai vu cette boule de lumière flotter entre les 2 électrodes, j'ai compris une foule de choses que je n'avais jamais saisies auparavant. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur notre planète. C'est pourquoi je crois qu'il peut être très utile de recréer les phénomènes qui semblent incompréhensibles. Mais les lumières de Brown Mountain sont si imprévisibles que les étudier scientifiquement est pratiquement impossible. Il semble donc que pour l'instant, cet incroyable phénomène demeure un mystère complet. Bizarre ou quoi? Dans les montagnes reculées du nord du Mexique, les membres d'une tribu méconnue repoussent les limites de l'endurance humaine. Ils courent jusqu'à 700 km, soit l'équivalent de 16 marathons, en un peu plus de 2 jours. Comment est-ce possible? Les experts tentent de découvrir le secret de ces surhommes. Sont-ils uniques? Ou pourrait-on en faire autant? La réponse pourrait transformer l'avenir de la science médicale. Bizarre ou quoi? Imaginez courir un marathon de 42 km. J'arrive à peine à faire le tour du pâté de maison. Les marathoniens d'élite sont nombreux de nos jours. Mais ils s'entraînent dans les meilleures conditions qui soient. Des programmes de nutrition, des psychologues, des entraîneurs de calibre mondial. Tout est mis en œuvre pour les aider à repousser les limites de leur corps. Et si je vous disais que les membres d'une tribu méconnue n'ont absolument rien à envier à la plupart des athlètes olympiques? Des hommes et des femmes tout à fait normaux, capables de courir l'équivalent non pas d'1, mais de 16 marathons sans arrêt, avec la gueule de bois. Dans les montagnes isolées de la Sierra Madre, au nord-ouest du Mexique, se trouve Copper Canyon, une région sauvage où vivent
les Tarahumara, ou le peuple qui court. Les Tarahumara habitent ce territoire depuis 500 ans. Leur nom vient de leur capacité remarquable à courir sur de très longues distances, sans chaussures de course. Comment est-ce possible? Chris McDougall est un ancien marathonien qui se fascine pour l'extraordinaire endurance des Tarahumara. J'étais certain qu'ils avaient un truc. Une petite potion et c'est parti. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une personne, mais que la tribu entière pouvait courir sur des distances bien au-delà de 160 km. Certains pouvaient courir de 300 à 400 km sans arrêt. Pas seulement quelques exceptions, des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux. J'ai vu des personnes de 70 voire 80 ans courir près de 250 km. La plus longue course jamais réalisée par un membre de la tribu est de 696 km en un peu plus de 48 heures. C'est remarquable. L'équivalent du trajet entre New York et Cleveland en Ohio. Parcourir sans arrêt une distance équivalente à 16 marathons dépasse l'entendement. Mais attendez de savoir comment ils s'y prennent. Ils courent pieds nus ou avec des sandales en peau de biche ou faites à partir de pneus usés que les gens jettent dans les canyons et qu'ils récupèrent pour en faire des sandales. Des hommes et des femmes faisant preuve d'une endurance incompréhensible. Des coureurs de fond au sommet de leur art. C'est à ce moment que je suis censé me gratter la tête en disant « Bizarre ou quoi? Comment les Tarahumara sont-ils capables d'une telle prouesse ?» Peut-être que la question qu'on devrait se poser est plutôt « Comment se fait-il que nous ne puissions pas en faire autant? Pourquoi est-ce que je ne peux pas courir des centaines de kilomètres sans arrêt? » Quoi? Pour trouver des réponses, tournons-nous vers les experts. Le nutritionniste sportif John Berardi croit que le fait de vivre dans un endroit reculé joue pour beaucoup dans leur extraordinaire capacité. Courir fait partie intégrante de leur culture. Ils courent pour leur survie, pour aller de village en village et pour garder la forme. Les Tarahumara vivent pour courir. Ils se mesurent régulièrement dans des courses de 300 à 500 km en terrain accidenté. Ceux qui livrent le courrier courent parfois jusqu'à 800 km par semaine. Si on venait d'une culture où courir est le seul moyen d'expression athlétique et où courir est une question de survie, on serait sans doute d'excellents coureurs. Comment les Tarahumara peuvent-ils parcourir d'aussi longues distances? Leur alimentation pourrait-elle être la clé? Au cours d'un marathon de 42 km, un coureur moyen brûle environ 2600 calories. Pour courir cette distance, il doit absorber des quantités importantes de glucides, par exemple grâce à des boissons énergétiques. Le glucose est emmagasiné sous forme de glycogène par les muscles, qui le transforment en énergie. Mais on estime que lors d'une course de 700 km, les Tarahumara peuvent brûler jusqu'à 43 000 calories. Où prennent-ils toute cette énergie? Chris McDougall a étudié leur alimentation. Il a fait une découverte étonnante. Ils boivent énormément, particulièrement lors de la récolte. Ils organisent des tesquinadas, qui sont en fait de véritables beuveries. Mais ces fêtes ont une fonction. Quand on habite un village où chacun dépend de son voisin, on ne peut pas entretenir de ressentiment. Alors, périodiquement, il faut faire sortir l'agressivité refoulée. Lors des récoltes et avant les courses, les Tarahumara boivent des quantités importantes de bière de maïs, appelée Tesquino. Serait-ce le secret de leur formidable endurance?
Cette bière de maïs leur permet possiblement de s'hydrater et d'emmagasiner du glucose en même temps, puisqu'elle a une teneur élevée en glucides et une faible teneur en alcool. On croit qu'il faut boire au moins 4 litres de cette boisson au maïs pour être en état d'ébriété. On peut donc conclure que l'apport en glucides, de même que la quantité de liquide absorbé, est par conséquent très élevé. Le fait de boire de la bière riche en glucides avant une course pourrait faire partie de la réponse, mais ne peut expliquer à lui seul leur incroyable endurance. Alors, qu'ont-ils de si exceptionnel? Apparemment rien. Ils n'ont tout simplement jamais arrêté de faire ce que jadis on faisait tous. Pour découvrir l'incroyable vérité, examinons un instant l'histoire de l'évolution de l'humanité. Daniel Lieberman croit que la réponse pourrait se trouver dans notre lointain passé. La capacité des Tarahumara de courir sur de longues distances vient de notre lointain passé de chasseurs. On vit dans un monde si différent de celui dans lequel on a évolué qu'on a perdu plusieurs de nos habiletés. Il y a des centaines de milliers d'années, les chasseurs poursuivaient leurs proies sur de très longues distances. Ils les traquaient littéralement jusqu'à ce qu'elles meurent à bout de souffle. Ce type de chasse persistante est encore pratiqué aujourd'hui par les Tarahumara. Il suffit de courir assez vite pour que l'animal galope. La plupart des quadrupèdes se refroidissent en haletant, mais un animal ne peut pas halter en galopant. Sa température interne augmente continuellement, tandis qu'on se refroidit en transpirant. On peut donc traquer un animal pendant 10 ou 15 minutes. Une fois qu'il aura trop chaud, il succombera. L'évolution a pourvu les humains de nombreux outils pour tenir sur de longues distances. Serions-nous nés pour courir? Il y a 2 millions d'années, on a développé la capacité de courir sur de très longues distances pour chasser. Notre corps, de la tête aux pieds, a évolué en ce sens, en emmagasinant et en libérant de l'énergie, en se refroidissant, en accumulant des forces et en faisant des réserves. Les Tarahumara ont conservé ces mécanismes et ont continué à les développer au fil du temps. La plupart d'entre nous ont ces habiletés, mais ne les utilisent pas. Daniel croit que notre mode de vie sédentaire est le principal responsable. Qui s'adonne à la chasse persistante de nos jours alors qu'il suffit d'aller au supermarché pour acheter de la viande emballée et prête à cuire? Les gens ne pratiquent plus ce type de chasse depuis longtemps, en raison de l'invention de l'arc à flèche il y a 50 ou 100 000 ans. La chasse-poursuite s'est progressivement éteinte il y a 30, 40 ou 50 000 ans. On ne sait pas exactement quand. Il semble donc que les Tarahumara fassent simplement ce pour quoi l'homme a été programmé. Courir. Le corps humain a évolué pendant des centaines de milliers d'années pour devenir un parfait outil d'endurance sur de longues distances. Mais à quoi bon avoir un atout aussi formidable si on ne sait pas s'en servir convenablement? Un élément crucial les sépare encore de nous. Leur technique. Quand on a commencé à s'intéresser à la course pieds nus, on a découvert qu'on a peut-être beaucoup à apprendre des Tarahumara en ce qui concerne la course à pied. Les Tarahumara ne portent pas de chaussures de course traditionnelles. Ils courent avec des sandales artisanales appelées huaraches ou carrément pieds nus. Serait-ce là la clé de leur endurance surhumaine? La spécialiste Aaron Davis croit que parce que les Tarahumara courent pieds nus, ils courent différemment de la plupart des marathoniens modernes, ce qui pourrait expliquer leur extraordinaire endurance. Il est temps de mettre sa théorie à l'épreuve. Pour commencer, vous marcherez, question de vous réchauffer, puis vous passerez au pas de course. Posez le pied le plus naturellement possible. Ça me permettra de recueillir des données sur votre pas de course.
Avec des chaussures de course, le sujet pose d'abord son talon, puis le reste du pied. C'est ce qu'on appelle dans le jargon l'attaque du talon, longtemps considéré comme le style de course idéal. Mais les résultats de l'expérience offrent une toute autre perspective. Voici la représentation de votre squelette. La flèche rouge indique la force de réaction du sol exercée contre votre talon, puis contre le reste du pied et jusque dans votre centre de gravité. Ce graphique illustre la force de réaction du sol quand vous posez le pied. On voit ici que vous avez un point d'impact très distinct. On croit que ce point d'impact pourrait favoriser les blessures. On voit très clairement le point d'impact de chaque foulée. Le test indique qu'avec des chaussures, l'impact se concentre sur les jambes et les pieds, ce qui accroît les risques de blessures, parce que le soutien des chaussures empêche nos muscles de faire adéquatement leur travail. Les chaussures apportent un soutien important, donc les muscles ne travaillent pas aussi fort. Ils s'affaiblissent et sont plus susceptibles de causer des blessures. Mais qu'en est-il lorsque le sujet court pieds nus? Jason, are you thinking about the way that you're landing, or are you just letting your feet land the way they want to naturally land? I'm letting my feet naturally land the way they want to land. I feel I'm definitely landing more mid-foot, forefoot. I mean, there's definitely less impact. Ici, vous courez pieds nus. On peut voir que vous n'atterrissez plus sur les talons. Vous voyez comme la force au point d'impact a diminué? Je n'aurais jamais cru que la différence d'impact serait si énorme. Il semble donc que le secret des Tarahumara ne soit plus un secret du tout. C'est un talent inné, qu'apparemment, on a aussi. Serions-nous tous des surhommes si on courait sans chaussures? J'en doute. Mais le fait de mieux comprendre d'où vient l'incroyable endurance des Tarahumara pourrait nous aider à mieux comprendre les secrets du corps humain. Je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre des Tarahumara, car ils nous montrent ce dont le corps humain est vraiment capable et toute l'étendue de ses capacités. Le fait qu'ils arrivent à courir de telles distances est incroyable, mais ils nous ont fait comprendre qu'on devrait tous pouvoir en faire autant. Trois histoires étranges, et autant, sinon plus, d'explications possibles. Stupeur dans la vallée de la mort. Des pierres se déplacent dans le désert sans intervention humaine ou animale. Comment? Un savant canular? Les extraterrestres? Ou de simples pierres jouant au curling? De mystérieuses lumières apparaissent depuis des centaines d'années dans une montagne américaine. Seraient-ce les esprits d'anciens autochtones? De simples feux de camp? Ou la montagne même qui serait à l'origine d'un formidable phénomène naturel? Au Mexique, une tribu reculée, capable de courir des centaines de kilomètres sans arrêt. Comment est-ce possible? Grâce à leur alimentation, à leurs chaussures? À moins que les Tarahumara fassent ce que tous nos ancêtres faisaient. Sommes-nous nés pour courir? À vous de juger. À la prochaine, pour 3 nouvelles histoires plus bizarres, les unes que les autres.